Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous, bon jeudi matin. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Vous savez qu'un sondage léger vient de nous révéler que la guerre commerciale avec les États-Unis, c'est désormais la principale préoccupation politique de 28% des Canadiens. Ça dépasse l'inflation. C'est la première fois depuis les dernières années, là, depuis 3 ans, que l'inflation n'est pas la préoccupation numéro 1 des citoyens. Ça veut dire que Trump y occupe beaucoup d'espace dans nos vies et c'est encore plus vive cette préoccupation chez nous au Québec. Il y a un Québécois sur 3, quand on lui pose la question, qui répond que les tensions commerciales avec Washington, ça l'inquiète beaucoup. Pour lui, pour ce citoyen québécois, ça représente le plus grand défi pour nous, Québécois et Canadiens. Le coût de la vie, ça a longtemps été votre préoccupation. Je pense que ça le reste parce que quand même, c'est pas très loin là, dans la liste de vos priorités et c'est un peu... On dit souvent tout est dans tout, puis c'est vrai. Le coût de la vie est très relié aussi avec la question des tensions commerciales parce que on l'a vu, on vous l'explique tous les jours, il y a un lien de cause à effet. Ce qui nous fait mal finit par faire mal également à notre portefeuille. Bien sûr, si on poursuit là, dans la liste de vos préoccupations, il y a aussi les soins de santé, puis on aura l'occasion de revenir là-dessus au cours des prochains jours. Il y a le gouvernement du Québec, il y a le ministre de la Santé qui a émis l'idée peut-être de vous faire payer quand vous n'annulez pas des rendez-vous médicaux. Parce que ça a l'air que cette année, on estime qu'il y aurait 670 000 rendez-vous de gaspillés, de perdus comme ça. Moi, j'ai envie de dire, les médecins, quand ils nous annulent, là, sans nous prévenir, est-ce qu'on va les faire payer, eux? Pas sûr, mais nous reviendrons sur ce sujet-là éventuellement. Puis bien sûr, le logement. L'accessibilité au logement, là, c'est une préoccupation. Alors, voyez-vous, dans le top 3, là, si on résume, c'est Trump, coût de la vie, santé, logement. C'est ça qui nous préoccupe en ce moment. Ce sont des gros enjeux, hein, on le reconnaît tous. Comment faire face à ces enjeux-là, justement, qui ont un point commun, c'est-à-dire l'économie. Au cœur de tout ça, l'économie. On n'en a jamais autant parlé. C'est là où on se rend compte que peut-être on aurait besoin de notions un peu plus importantes d'économie, d'histoire aussi. Je rajoutais des petites leçons historiques pour nous montrer que, effectivement, on voudrait pas que l'histoire se répète. Mais pour l'économie, comment faire face? On nous dit, on va soutenir les entreprises québécoises, on va acheter plus local. On va vous présenter d'ailleurs dans le courant de cette émission des entreprises, on va les mettre en lumière, des entreprises québécoises là, qui essayent de tirer leur épingle du jeu. Mais d'abord, je vais donner la parole au président et chef de la direction du mouvement Desjardins, Guy Cormier. Bonjour, Monsieur Cormier. Bonjour, Mme Maréchal. Content d'être avec vous. On pourrait dire Isabelle et Guy parce qu'on se connaît bien, Guy, vu qu'on a fait notre MBA ensemble. Petit détail ça quand même. Ça va me faire plaisir. Si j'ai le droit, ça va me faire plaisir, Isabelle. On a le droit ici. On n'est pas gênés. Guy, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, je viens de nommer le dernier sondage léger d'hier. Là. Les Québécois sont très inquiets, Guy. Qu'est-ce qu'on fait face à ces préoccupations? Puis on en perd notre latin là, parce que même aux États-Unis, d'ailleurs, ils en perdent parfois un peu même pied face à leur président. Mais tu sais, le 4 mars, on avait 25 de droits de douane sur tout ce que nous exportions aux États-Unis. Là, le 12 mars, il y aura plus de 25 de droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadien. Le 2 avril, il y aura des tarifs réciproques sur le commerce injuste et déséquilibré, nous a dit Justin Trudeau. Hier, là, finalement, peut-être pas de droits de douane pendant 30 jours sur l'automobile. Ça devient difficile là, pour monsieur, madame, tout le monde de suivre. Écoutez, comment je dirais, je vais être hyper empathique dans ma réponse, mais je vais dire ce que je dis à nos employés, là. Il faut rester calme. Là. Il faut rester calme parce que on en a pour 4 ans comme ça, là, à décision qui est renversée, qui n'est pas décision, qui est peut-être une décision, mais je suis en train de réfléchir, mais je vais peut-être changer d'idée dans 30 jours. À un moment donné, on va revirer fou toutes et tous, là. Alors, ceci étant dit, est-ce que je comprends que les gens, il y a de l'incertitude? La réponse, c'est oui, là. J'écoutais ce que tu disais, Isabelle, le sondage, c'est normal que les gens soient préoccupés par ce qui s'en vient. On commence à véhiculer le risque d'une récession, d'un ralentissement économique, jusqu'à 100 000 pertes d'emplois. On voit que cette décision-là de l'administration américaine n'est pas seulement contre le Canada, elle est dans plein d'autres pays à travers le monde. Fait que je la comprends, cette incertitude-là.
Nous, de notre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle nos membres, on appelle nos entrepreneurs, on les rassure, on regarde les programmes gouvernementaux qui existent, on parle à nos membres qui sont préoccupés peut-être par rapport à leur renouvellement hypothécaire. Donc, de notre côté, c'est d'être très proactif, d'appeler les gens en amont. Puis le conseil que j'ai à donner aux gens qui sont un peu préoccupés financièrement, c'est le temps de parler à votre conseiller, votre conseillère, là. Un Québécois sur 2 fait affaire avec Desjardins. Appelez-nous, on va vous rassurer, on va regarder un peu votre situation, votre niveau d'endettement, votre épargne, puis on va voir avec vous s'il y a des solutions qui peuvent être mises de l'avant. Évidemment, je le dis des fois, puis crûment, là, on sauvera pas tout le monde, puis mais les programmes gouvernementaux existent parfois, il y a des solutions, mais est-ce qu'on est devant une grosse période d'incertitude? La réponse est oui. Oui. Est-ce que, d'ailleurs, on revient sur les 5 ans de la pandémie, là, j'allais dire célébrer, mais on célèbre pas tant, là. En fait, on se souvient qu'il y a 5 ans, on était vraiment tous confinés. Enfin, dans quelques jours, le 13 mars, c'était la date du premier confinement. Je pense que ça a été une situation dramatique pour bien des gens qui ont perdu leurs proches en CHSLD. Il y a tous ces jeunes qui ont vécu la COVID alors qu'ils auraient dû vivre leur jeunesse. Ça a bouleversé la vie de tout le monde, les travailleurs. Qui se sont retrouvés du jour au lendemain pris chez eux. La COVID nous est rentrée dedans. Est-ce que tu estimes que ce qu'on vit en ce moment, cette guerre commerciale, hier d'ailleurs, on disait aux États-Unis même, J.D. Vance a même dit ce n'est pas une guerre commerciale, c'est une guerre de drug war, une guerre reliée à la drogue qui n'est pas contrôlée par les Canadiens. Tu as envie de dire qui a fumé ici, là, mais... bref, c'est une guerre pareille. Il y a comme un conflit ouvert avec celui qui a toujours été notre allié, les États-Unis. Est-ce que par rapport à la COVID, qu'est-ce qui est le pire à tes yeux? Moi, je considère que la COVID était bien pire que ce qu'on vit actuellement, là. Je veux dire, la COVID, là, du jour au lendemain, on a terminé un vendredi soir et le lundi matin, 14 mars 2020, on a dit à tout le monde, vous restez dans vos maisons, vous sortez plus, votre entreprise, on ne sait pas ce qui va arriver. Et tout le monde, là, personne n'a vu venir ça et on n'avait jamais vécu ça auparavant, là. Aujourd'hui, moi, je regarde la posture chez Desjardins, on a ressorti tout ce qu'on a mis de l'avant dans la COVID. Depuis le mois de novembre, qu'on appelle nos membres entreprises, qu'on pense qu'ils vont être impactés dans le secteur manufacturier. Pourquoi? Ben, on les avait déjà identifiés durant la COVID 2020, 21, 22. Les solutions qu'on travaille avec les gouvernements, j'ai rencontré François Legault il y a quelques semaines pour réfléchir à des solutions, projets d'infrastructure, besoins de soutien financier, subventions, programme avec Investissement Québec. On a tout retravaillé ça dans les 4-5 dernières années. Donc, aujourd'hui, la situation, elle est terrible, triste, déplorable, mais je pense qu'on a appris de la situation de la COVID et on est capable de remettre des solutions en place. Mais ceci étant dit, Isabelle, là, cette décennie-ci, là, en 5 ans, là, il s'est passé plus de choses que dans toute la décennie précédente, probablement dans les 25 années précédentes. La pandémie, les chaînes d'approvisionnement, l'inflation, les taux d'intérêt, la crise du logement, l'itinérance. Je comprends les gens d'être anxieux, stressés. C'est là que nous, chez Desjardins, notre rôle, c'est d'essayer d'aider le plus possible dans les dimensions qu'on est capable d'aider. Puis j'aimais ce que tu disais tantôt quand tu parlais que on voit l'importance de l'éducation financière, de la littératie financière, de comprendre un peu ses finances. Parce que nous, quand on sonde les gens, dans beaucoup de cas, l'un des grands stress d'anxiété, c'est la situation financière des gens, là. Quand tu as à gérer tes revenus versus tes dépenses, tu es une famille, tu as des enfants, c'est stressant quand tu sais que ça va être serré. Alors, nous, on est là pour les accompagner. Oui. De quelle façon? Parce que quand tu dis, si vous avez, on dit à nos membres, si vous avez des enjeux, des problèmes, appelez votre conseiller, on va regarder comment on peut vous aider. Il y a peut-être des programmes. Mais est-ce que ça va jusqu'à dire, vous restez, je sais que vous êtes une institution financière, vous n'êtes pas une banque. Desjardins, c'est différent. Hein? On me le rappelle souvent. Desjardins, c'est pas pareil. Puis c'est vrai qu'une... Merci, Isabelle. Non, mais c'est vrai. Pour avoir fait la différence, j'ai pas forcément le plus grand des respects pour les banquiers. Là. Je veux dire, ce sont des gens qui sont... C'est là pour faire de l'argent. Puis je suis Desjardins aussi, mais vous en remettez une partie, au moins, aux membres. Non, mais t'as raison, hein. 1,5 milliard par année qu'on remet, j'en connais aucune autre entreprise qui remet ça en ristourne ou en don et commandite. T'as raison. Mais il faut quand même que ça soit viable. Vous êtes aussi une entreprise qui doit assurer sa viabilité. Fait que, vous n'allez pas commencer à dire aux gens non plus, regarde, on comprend, tu as de la misère, paye-nous pas, ça va bien aller, tu nous donneras, tu payeras ton hypothèque quand tu auras plus de lousse. On va pas vivre ça, là. Alors, comment vous pouvez aider les gens, Guy?
Oui, ben il y a plein de scénarios. Tu sais, cette année, c'est drôle ce que tu dis, parce que cette année, on fête notre 125e anniversaire de fondation, 1900. Alors, des tempêtes, des moments difficiles dans notre histoire, on en a connu là, auprès de nos membres. Là. 2 guerres, des taux d'inflation, des taux d'intérêt à 20 quelques % au début des années 80. C'est pas la première fois qu'on accompagne les gens. Mais si je le prends là, de 2 angles, au niveau des entrepreneurs, actuellement, on les aide au niveau de sécuriser leur liquidité. Ces gens-là ont peut-être des paiements à faire en dollars américains, des commandes à recevoir. Donc, comment on sécurise la liquidité des entreprises? Ça, là, on est capable de les aider. Parfois, comment on fait ça? Conditions de financement. Comment essentiellement, on fait ça? ça va être essentiellement avec des contrats de change, des contrats de couverture de change. Parfois, c'est des PME qui vont recevoir un paiement en juin prochain. La devise, elle fluctue. Alors là, on prend un contrat de change à terme avec nos équipes de trésorerie. Donc, on est concrètement capable de sécuriser de la liquidité par rapport à des entrées de fonds pour des entreprises. Première chose. Deuxième chose, c'est tout ce qui touche les programmes gouvernementaux. Les programmes gouvernementaux, Investissement Québec a annoncé des programmes pour soutenir les gens. Ben, on les connaît, on travaille avec eux. Donc, on est capable de parler aux entrepreneurs, de dire, ce programme-là, on pense qu'il pourrait t'accompagner. Qu'est-ce que tu dirais qu'on le travaille ensemble? Puis nous, on va te mettre en lien, on va le travailler. Donc, ça aussi, on fait ça. Puis la troisième chose, c'est dans certains cas, je suis toujours au niveau des entrepreneurs, je vais arriver au niveau des individus particuliers sous peu, ben, c'est de regarder au niveau des conditions de financement. Peut-être qu'on a mis des conditions sur ta marge de crédit, sur ton prêt, que tu devais respecter à la fin de l'année avec tes résultats financiers. Mais là, on est conscient peut-être que ton année va être moins facile. Donc, peut-être que ces ratios-là ou ces critères-là, tu les respecteras pas. Ben, on t'enverra pas au compte spéciaux, puis on saisira pas la compagnie, là. On va accepter pour une courte période de temps ou une certaine période de temps de ne pas respecter certains critères. On l'a vécu dans la pandémie. Moi, je le dis souvent, là, les entrepreneurs, ils sont pas plus mauvais aujourd'hui qu'ils étaient il y a 2 semaines. Ouais. C'est les mêmes entrepreneurs aussi compétents, aussi déterminés, qui ont autant le goût de réussir, mais là, ils sont prêts avec des tarifs. Alors, notre job à nous, c'est de les aider à passer à travers cette période-là, comme on l'a fait durant la pandémie. Quand je regarde au niveau des particuliers, ben, c'est beaucoup dans les renouvellements hypothécaires. Nous, on prend le temps actuellement, depuis la dernière année, d'appeler 4 à 5 mois à l'avance les gens qui ont un renouvellement hypothécaire pour voir avec eux quelle est leur situation. Est-ce qu'il y a des ajustements qu'on peut faire? Parfois, c'est une remise en capital. Parfois, c'est de prolonger la période d'amortissement. Parfois, c'est de revoir certaines conditions. Donc, on revoit le budget avec les gens qui peuvent être plus serrés financièrement. Donc, ça, c'est une solution qu'on va mettre de l'avant. Des gens, parfois, qui ont des retards sur des paiements. Bon, ben, avant d'arriver puis de dire... Oui, excuse-moi, Guy Cormier est avec nous, président et chef du mouvement Desjardins, pour ceux qui se joignent à nous. Beaucoup de commentaires d'auditeurs. Jean de Saint-Bruno qui dit Monsieur Cormier, vous dites de rester calme, car on en a pour 4 ans. Mais si Trump fait comme Poutine ou Xi Jinping et se trouve une autre façon de se nommer à vie, ça risque d'être plus long. Ça pourrait toujours nous surprendre. Et si son bum de service, J.D. Vance, se présente dans 4 ans, on est parti pour un 8 ans. Il y a Martin qui dit, il nous fait un petit commentaire sur les vols de données chez Desjardins. Je pensais pas aller là ce matin, mais c'est vrai que, chacun ses enjeux. En plus, ça a été un gros dossier quand même au cours des dernières années. Jean-Daniel qui dit, nous, en novembre, Desjardins a rappelé le prêt hypothécaire, mettant mon père de 73 ans devant rien, aucune aide, aucune écoute aux sentiments. On a eu vraiment beaucoup d'impact à cause des feux de forêt en 2023. On nous a vraiment laissé mourir. Oui, mais écoutez... Le rappel de prêt hypothécaire, là, ça c'est des choses qui se font. Est-ce que chez Desjardins, vous faites un... Est-ce que tu es prêt à dire, nous, là, regarde, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, on ne rappellera pas des prêts hypothécaires? Est-ce que ça se peut ou non, ça se peut pas, honnête, mais souvent, c'est une des choses que je trouve les plus difficiles comme président du mouvement Desjardins. À 7,7 millions de membres et clients, je sais que des gens vont écrire, vont dire, oui, moi, dans ma situation, il est arrivé ci, il est arrivé ça. C'est très difficile, là. Puis non, mais c'est parce que tu dis, appelez-nous, on va vous aider. Fait que là, les gens disent, regarde, moi, voici ma situation, c'est normal. Exact. Oui, exactement. Mais c'est ce que je disais tantôt. Évidemment, on ne pourra pas sauver tout le monde. Puis chaque situation est difficile. Chaque situation est différente. Le cas qu'on parle, je trouve ça vraiment triste et il faut le voir. Mais si la décision a été prise, c'est parce que les gens, probablement, ont malheureusement dû en venir à cette décision-là. Mais est-ce qu'il y a un mot d'ordre actuellement dans l'organisation de dire aux gens, on fait preuve d'empathie, on fait preuve d'ouverture, on regarde ce qu'il y en est, mais je connais malheureusement pas toute la situation et l'historique de ce dossier-là. Mais est-ce qu'il y a ce mot d'ordre-là? Est-ce que tu as dit à tous tes conseillers, là, on va slacker sur le monde, là. On va les laisser respirer?
Exactement, on essaie de regarder ce qu'il y en est. Mais si quelqu'un était déjà en retard depuis 12 mois dans son paiement hypothécaire, c'est pas parce qu'il y a des tarifs qu'on va lui dire, ben là, tu sais quoi, on va être plus conciliant avec toi. Ou si la Est-ce que les Québécois, est-ce que les Québécois dépensent trop? Il faut juste trouver la bonne part des choses. Là. Je vais être très transparent avec tout le monde. Là. Mais le mot d'ordre a été donné. Il y a un mémo de Guy Cormier qui dit, oui. Absolument. Absolument, le mot d'ordre a été donné. Puis là, je sais qu'en disant ça, il y a probablement des gens qui nous écoutent qui vont aller voir leur conseiller et dire Guy Cormier a dit qu'il a donné un mot d'ordre, fait que là, fais rien, tout ça. C'est pas ça la réalité, mais le mot d'ordre, c'est oui, est-ce qu'on peut actuellement être en mode écoute, proactivité, empathie, puis regarder chaque dossier cas par cas en fonction de la situation des gens. Mais est-ce que vous allez m'appeler dans un mois en me disant Guy, on a une situation de... Ben oui, vous allez en avoir une, je suis convaincu, parce qu'à 7,7 millions de membres et clients, il y a des dossiers qui allaient déjà pas bien avant les tarifs. Alors, c'est juste cet équilibre-là qu'il faut trouver. Mais est-ce qu'on veut être le Desjardins que vous connaissez depuis 125 ans, qui est présent, qui est là, qui accompagne? La réponse, c'est oui. Mais c'est rassurant, d'une certaine façon. Ça m'amène aussi, quand tu dis, ça fait 12 mois que les gens n'ont pas payé et qu'ils ont des enjeux, ce qui m'amène à poser la question. Tu sais, je parlais du taux d'endettement des Québécois, 178 %. Ça veut dire qu'on doit beaucoup. Là. On gagne 100 $, on en doit 178. Est-ce qu'on dépense trop? Est-ce qu'on gère mal nos finances personnelles? Est-ce qu'on se paye trop de petits plaisirs? Ben, c'est clair qu'il faut regarder cet endettement-là, il est relié à quoi? Je veux dire, moi, je vois des gens qui ont un niveau d'endettement parfois près des ratios que tu indiques, mais que c'est une propriété, c'est un immeuble à revenu. Il y a un actif derrière ce bien-là comme tel. Donc, et la capacité de payer, même si elle est serrée, il y a un actif, puis la personne, elle peut vendre cet actif-là puis avoir une certaine marge de manœuvre. Mais quand on est dans des ratios d'endettement où il n'y a pas nécessairement d'actifs ou de biens tangibles et que là, on est dans des dépenses qui se génèrent de mois en mois, à ce moment-là, c'est clair qu'il y a peut-être une question à se poser. Et c'est là qu'on dit souvent aux gens, puis ça a l'air très, très de base, là, ce que je vais dire, là, mais faire un budget, là, être accompagné. Nous, on a des outils de simulation sur nos sites Internet de juste... Il rentre combien d'argent par mois? Il en sort combien? Juste prendre conscience de ça. Évidemment, ça ne générera pas plus de revenus faire ça. Je le sais, là. Il n'y a pas d'argent qui va arriver. Mais on a une dette. Je le vérifiais pendant que tu parlais, parce que tu parlais de l'hypothèque, mais il y a un niveau d'endettement hors hypothèque important. Oui. Même si on est un peu meilleur au Québec que dans le reste du Canada, il faut quand même le dire. Là, on a réussi au cours des dernières années parce qu'on en parle plus, je pense. On en parle plus du fait que c'est important de mettre de l'argent de côté. Fait qu'on est un petit peu mieux, même si d'un point de vue patrimoine familial, là, on est moins bon que dans le reste du Canada. Oui. Qu'est-ce que ça dit de nous, tout ça? Là? Qu'est-ce que ça dit de nous, Guy Cormier? 2-3 choses. Il faut faire attention dans le comparable dans le reste du Canada par rapport au patrimoine, parce que ce qui aide beaucoup le reste du Canada dans le patrimoine, c'est la grande région de Toronto, la grande région de Vancouver, où la valeur immobilière est très élevée. Donc, pour la même propriété entre Montréal, Toronto et Vancouver, les prix vont être nettement plus élevés. Donc, les gens, oui, vont avoir une dette plus élevée, mais vont avoir une valeur plus grande. Donc, il y a aussi une question de valeur de l'immobilier. Mais ceci étant dit, ce que ça dit, c'est qu'on le voit là, depuis la pandémie, on l'a vu, les gens ont beaucoup plus épargné, ils ont moins voyagé, ils ont fait plus attention. On ne pouvait pas le faire. Mais au sortir de la pandémie, c'est clair que cette épargne-là qui avait été accumulée par plusieurs personnes, les gens se sont dit, OK, là, ça fait 3 ans que je suis dans la maison, je vais voyager, je vais rénover, je vais vivre un peu plus. Mais là, on regarde devant nous, il y a un vrai risque de récession, il y a un vrai risque de ralentissement économique. Alors, je pense que les gens doivent aussi retomber un peu dans une posture qui n'est pas toujours facile, je le dis, là, de dire, peut-être qu'il faut être encore plus vigilant dans nos dépenses, dans ce qu'on va faire, parce qu'on a certainement devant nous 8 à 12 mois. Puis, je suis totalement d'accord avec un de vos auditeurs qui dit, Guy, ça peut être pas mal plus long que ça, là, qu'est-ce qui se passe. Mais quand je disais de rester calme, c'est que je ne sais pas quelle autre posture prendre, là, sachant que ça va être ce chemin-là qu'on a devant nous. Si on s'énerve à tous les jours sur tout ce qui se dit, la vie est un peu plus plate. Fait que j'essaie de rester optimiste. Complètement. Il y a Roger qui dit, en temps de guerre, il faut savoir prendre les coups. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Quitte à faire preuve de résilience face à nos rêves individuels. Je trouve que c'est bien dit, c'est bien écrit. Merci, Roger. Il y a Martin qui revient à la charge là, avec l'histoire du vol de données chez Desjardins. Ouais. Ça a été un méchant dossier pareil, ça. On fait pas le bivouac tout de suite de tes années à Desjardins parce que tu n'es pas encore parti, même si tu as annoncé... Non, il en reste pas long, là. Il en reste mars 2026, ça se termine. Bon, mars 2026. On aura l'occasion de se reparler de ça, mais Martin revient, il dit, pourquoi je suis revenu là-dessus, c'est que, puis je trouve que c'est très pertinent ce qu'il dit. Il dit, c'est que présentement, avec tous les conflits mondiaux,
nos données sont très à risque. Écoute, je parlais de fraude grand-père hier avec quelqu'un, là, puis ses parents ont payé, ils ont perdu 4300 $. C'est beaucoup, là, pour c'est beaucoup pour tout le monde, là. Et il dit, alors, il aimerait t'entendre là-dessus. Les données, et surtout quand tu as des gens comme Musk, quand tu as vu tous les grandes compagnies, que ce soit les Google, les Amazon, tout ça, qui maîtrisent les données d'à peu près tout le monde, nos données sont-elles à risque? Est-ce qu'on peut faire confiance à nos institutions financières? Est-ce que si on met de l'argent dans un compte, on risque pas d'être à la merci malgré tout, à la fin, malgré la bonne volonté de Guy Cormier et de ses employés? Est-ce qu'il n'y a pas des risques? Est-ce qu'on est protégé par ces institutions financières? On entend encore des gens cette semaine, il y a toutes sortes de noms de banques, là. Il y a la BMO qui ressort souvent là, comme étant un peu ostineuse. Chez Desjardins, tu disais on a appris de la pandémie. Qu'est-ce qu'on a appris de ce dossier-là, justement? Parce que c'est un gros dossier, puis ça a été pendant plusieurs années, les gens, là, au cours des dernières années, franchement, là, je pense que le monde, ils ont eu une petite crotte sur le cœur de Desjardins, là. On a perdu le contact avec Guy Cormier, mais on est en train de le rappeler, justement, là. Il y a François de Belleuil qui dit « Comment faire un budget quand tu travailles à ton compte et que depuis 3-4 ans, ton salaire varie de 10 000 $ de moins là, par année? » Ça, c'est d'être travailleur autonome. Ça, c'est sûr, c'est pas facile. Puis des salaires à la baisse, il va y en avoir dans les prochains mois. Il y a des gens déjà qui se font dire « Ben, peut-être qu'on va être obligé de réduire le nombre d'emplois. » Je reviens au vol de données parce que c'est vrai que c'est un gros dossier, Guy. Est-ce qu'on peut rassurer? Tu te veux très rassurant ce matin, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que c'est vrai, c'est une préoccupation, là. Tu sais, moi, tu sais pas qui t'appelle, ça peut être une fausse voix qui te demande ton NIP, tu sais, puis bref, qu'est-ce que vous avez appris, vous, chez Desjardins, de cette Je comprends très bien cette question-là, non seulement en lien avec le vol de données chez Desjardins, mais depuis cette situation-là, c'est à toutes les semaines qu'il y en a, là, des situations où on voit des entreprises, des situations. La cybersécurité, c'est probablement pour moi là, l'élément qui me préoccupe le plus là, dans le travail chez Desjardins, parce que, puis le commentaire de votre auditeur est important, ça devient une arme à travers le monde, entre les pays. Nous, ce qu'on a fait, aujourd'hui, le vol de données, ce qui nous a permis depuis 2019, c'est d'avoir mis de l'avant un bureau de sécurité de 1600 personnes. C'est d'avoir lancé la protection des jardins qui fait que quand quelqu'un vit cette situation-là, il y a une équipe qui peut l'accompagner. Parfois, c'est pour restituer son identité, rembourser les sommes qui ont pu être malheureusement tirées de son compte. Est-ce que vous remboursez systématiquement sans faire une enquête, là, puis non, ça dépend des situations. Ça dépend des situations. La différence, c'est entre les individus particuliers et les entreprises. Il y a beaucoup de demandes de rançongiciel auprès des entreprises. Il y a beaucoup de fraudes du président ou des fraudes, des falsifications auprès des entreprises. À ce moment-là, il faut quand même regarder quels étaient les contrôles dans l'entreprise, quelles étaient les vérifications minimales. Et là, il y a une part de responsabilité dans certains cas. Dans d'autres cas, quand c'est des individus avec la protection des jardins, souvent, c'est un remboursement parce qu'on le voit, là, les mesures de sécurité qu'on met de l'avant sont toujours les plus proactives possibles. Mais pendant que je vous parle ce matin, Isabelle, là, il y a des gens qui m'écoutent, puis il y a des gens qui se lèvent le matin en ayant un objectif, c'est d'essayer de rentrer dans les comptes des gens, c'est d'essayer de frauder les gens. Alors, c'est un jeu de chat et souris. Nous, on a 1600 personnes, des enquêteurs, des personnes en technologie. On met les meilleures mesures à travers le monde, mais c'est un travail de tous les jours. Et je suis convaincu que depuis la fuite de renseignements, nous, Desjardins, on a continué d'investir. On est passé à 300 millions de dollars par année en sécurité. Donc, on a amélioré, on a travaillé fort pour toujours être à la fine pointe. Mais consultant pour la SAAC, ça vous tente pas? Vous avez été capable de trouver des gens? Non? Non, mon travail à temps plein, puis notre travail chez Desjardins, c'est de gérer Desjardins. On va continuer à le faire du mieux qu'on peut, Desjardins. Ouais. On va laisser les autres défis aux autres. Là, comme mais je comprends très bien la question de l'auditeur puis la préoccupation. C'est aujourd'hui un défi qu'on a tous à vivre. Ben, les gens, en tout cas, sont à l'écoute. On avait beaucoup de questions. Je pense qu'ils aiment bien leur institution financière. On se souvient, c'est vraiment un fleuron québécois. Alors, en ce moment, on a une fierté pour tout ce qui vient de chez nous, puis il faut le redire parce qu'il faut serrer les coudes. Qu'est-ce que tu penses de Donald Trump? Ah, écoutez, je trouve ça, comment je dirais, je trouve juste ça déplorable, là, le niveau d'incertitude
que ça génère dans la société. Et Ben là, c'est ouais. rendu que ce n'est même plus une incertitude financière ou économique, c'est rendu une incertitude, une anxiété personnelle dans la vie des gens. C'est ça que je trouve difficile, Ben ouais. alors qu'on était, au sortir de la pandémie, l'inflation était revenue à 2%, les taux d'intérêt avaient commencé à diminuer. Ça allait On bien? anticipait. Ouais. Mais sérieusement, Isabelle, c'était ça. Ah ouais. Quand on regardait 2025-2026, là, on se disait, on se relance, on a une économie qui va reprendre, les gens travaillent, et là, ça arrive. C'est ça que je trouve le plus triste, parce que si vous enlevez ce phénomène-là, tout s'aligne. Il y avait plein de défis, là, la crise du logement, l'itinérance, il y Ouais. avait plein de défis, là. Mais au moins, économiquement, on se disait, on On avait sort de d'une période l'espoir. difficile, Ouais. puis Guy, ça va mieux. C'est merci ça que je trouve beaucoup. triste. Mais oui, on s'en Ça me fait parlera plaisir. sous peu, là. Tiens, on va prendre un rendez-vous régulier. Merci beaucoup, Guy Cormier. Merci Isabelle. Bonne Merci journée. bien. Président et directeur général du mouvement Desjardins.